Parfois, l'amour que l'on croit salvateur est celui qui nous pousse au bord du précipice. Imaginez seulement quelques jours après votre mariage de rêve, et voir votre mari se transformer en une personne presque méconnaissable. Bonjour mes chers, ici grand-mère Claudine, 73 ans, avec une vie bien remplie derrière moi. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire restée enfouie au fond de mon cœur pendant près de 50 ans. Je suis sur ma terrasse à Avignon, en Provence, en train de savourer mon café au lait avec quelques madeleines pendant que les oiseaux chantent dans les platanes du jardin. C'est ici, au milieu des 1000 parfums et mystères de cette Provence, que j'ai connu la plus grande douleur et la plus profonde transformation de ma vie. Avant de plonger dans ce récit, laissez-moi vous confier un petit secret. L'équipe de cette chaîne organise un tirage au sort de 500 €, réservé uniquement à ceux qui regardent cette vidéo. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, mettez un pouce en l'air et laissez un commentaire sur un détail de votre vie. Cela peut être la ville où vous êtes né ou avez vécu, le nombre d'enfants ou de petits-enfants, vraiment n'importe quoi. J'ai hâte de vous lire. Revenons à 1968. J'avais seulement 16 ans et Avignon était déjà une ville importante, mais encore très différente d'aujourd'hui. Les rues étaient pavées, l'électricité un luxe pour certains, et l'on s'amusait aux fêtes de la paroisse ou au bal populaire le dimanche sur la place. C'est lors d'une de ces fêtes que j'ai rencontré Valentin. Ah, mes enfants, Valentin à cette époque était un garçon capable de faire battre n'importe quel cœur plus vite. Grand, solide grâce à son travail au port du Rhône, la peau hâlée par le soleil, un sourire éclatant qui illuminait son visage. Quand il m'a invité à danser cette nuit-là, mon cœur s'est emballé comme jamais. Une jolie fille comme toi ne devrait pas rester seule, m'a-t-il dit. Moi, naïve que j'étais, j'ai cru que ces mots m'étaient destinés, qu'ils étaient uniques. Je ne savais pas que Valentin les adressait à toutes les jeunes filles. À l'époque, les fréquentations avaient leurs règles. Il fallait la permission des parents, la porte du salon ouverte, et rester assis à distance respectable sur le canapé. Mon père, Monsieur Gérard, était docker et un homme strict. Il avait élevé seul 6 filles après la mort de ma mère due à la grippe espagnole alors que je n'avais que 8 ans. Il n'a pas du tout aimé quand Valentin est venu demander à me courtiser. Ce garçon a des yeux qui ne valent rien, m'a-t-il dit un soir. Ceux qui brillent trop cachent beaucoup d'ombre derrière. Mais qui écoute les conseils du père quand le cœur est amoureux? J'ai tant insisté qu'il a fini par permettre notre fréquentation, mais avec 1000 recommandations et un œil vigilant sur chacun de mes mouvements. Valentin était travailleur, ça ne pouvait être nié. Il avait un emploi fixe comme assistant administratif dans une grande entreprise exportant vers l'Allemagne. Il gagnait correctement sa vie, s'habillait avec soin, toujours parfumé d'une eau de Cologne modeste mais agréable, et me traitait comme une princesse. Des fleurs cueillies en chemin, des rubans pour mes cheveux, des promesses d'un avenir brillant comme les eaux du Rhône sous un soleil éclatant. 6 mois après avoir commencé à nous fréquenter, il a demandé ma main. Je revois mon père, assis dans sa chaise à bascule sur la terrasse, sa pipe au coin de la bouche, écoutant la demande de Valentin avec un mélange de méfiance et de résignation. « Tu prendras soin de ma fille ?» a-t-il demandé, les yeux fixés sur ceux de Valentin. « Je ferai d'elle la femme la plus heureuse de toute la Provence, Monsieur Gérard. » Ce sont ces mots. Puis vinrent les préparatifs. Notre mariage fut simple, car ni ma famille ni moi n'avions les moyens pour quelque chose de grandiose. La cérémonie se déroula à l'église Sainte-Marthe, suivie d'une fête dans le jardin de la maison de mon père. Un barbecue, de la bière pour les hommes, des sodas pour les femmes et un gâteau à 3 étages que mes sœurs avaient confectionné avec tant de soin que j'en garde encore le souvenir du goût. Nous sommes ensuite allés habiter une petite maison louée près du port. 2 pièces seulement, un salon qui servait aussi de cuisine et une chambre. Les toilettes étaient à l'extérieur, dans une petite cabane en bois avec une fosse. Pour moi, c'était un palais, car j'étais avec l'homme que j'aimais et nous construisions notre futur ensemble. Les premières semaines de mariage ressemblaient à un rêve. Valentin partait tôt au travail et revenait en fin d'après-midi, toujours avec une petite attention, un fruit différent, un morceau de gâteau, un nouveau ruban pour mes cheveux. La nuit était entièrement à nous, découvrant les mystères de cet amour que, dans mon innocence, je pensais éternel. C'est dans l'un de ces instants que je me suis rendu compte que j'étais enceinte. À peine quelques mois de mariage et mes règles avaient du retard, ce qui éveilla mes soupçons. J'en parlais à ma sœur aînée Sébastienne, qui m'emmena consulter une sage-femme respectée de la ville. Ce ventre porte déjà la vie, ma fille, confirma Raymond après m'avoir examinée. Tu seras mère avant la fin de l'année. La joie qui m'envahit alors est difficile à décrire.
C'était comme si quelque chose en moi se complétait, comme si tout l'amour que je portais pouvait enfin trouver sa destination. Je me mis à imaginer le visage du bébé. Ressemblerait-il davantage à moi ou à son père? Quel nom lui donner? Cette nuit-là, je préparais un dîner spécial pour annoncer la nouvelle à Valentin. Poisson grillé et ratatouille, son plat préféré. J'avais dressé la table avec soin et même ajouté une fleur dans un verre en guise de décoration. Dès son arrivée, il sentit que quelque chose était différent. « Qu'est-ce que cette fête, Claudine ?» demanda-t-il. « On célèbre quelque chose, répondis-je, peinant à contenir mon bonheur. Nous allons être parents, Valentin. Il y a un bébé qui grandit ici. » Sa réaction cette nuit-là me parut parfaite. Ses yeux brillèrent, il me serra contre lui, me fit tourner dans le petit salon et parla à voix haute de 1000 projets. Comment il serait le meilleur père possible? Comment il travaillerait doublement pour tout offrir à notre enfant? Comment il construirait lui-même le berceau? Ce sera un garçon, affirma-t-il avec certitude, imaginant un petit fort comme lui pour m'aider dans la vie. Les premiers mois de grossesse furent calmes. Les nausées habituelles, la fatigue, le sommeil interminable, mais Valentin restait attentif. Il me demandait comment je me sentais et apportait les fruits dont j'avais envie. Le week-end, nous nous promenions au bord du Rhône, choisissant des prénoms et imaginant notre futur. Si c'est un garçon, ce sera Valentin Junior, insistait-il. Et si c'est une fille, demandai-je. Ce ne sera pas une fille, répondait-il en fronçant les sourcils. Je suis sûr que ce sera un garçon. Mon père et mes sœurs venaient régulièrement nous voir, apportant vêtements cousus main, petits chaussons en crochet et couverture patchwork pour le bébé. Mon ventre s'arrondissait doucement et je passais des heures à parler à cette vie naissante, lui racontant des histoires, chantant des berceuses de ma mère et faisant des promesses d'amour éternel. Vers le 5e mois, je commençais à remarquer des changements chez Valentin. De petites anomalies au début, un retard ici, une excuse là. Une odeur différente en rentrant du travail, une trace de rouge à lèvres sur son col qu'il jurait être de l'encre. Je dois faire des heures supplémentaires, expliquait-il en rentrant tard. La Syrie a beaucoup de commandes, beaucoup de documents à trier, disait-il. J'y croyais, ou du moins je faisais semblant d'y croire. Après tout, il travaillait pour notre avenir et pour le bien de notre enfant à venir. Et puis, quelle femme enceinte voudrait voir la trahison frapper à sa porte? Au 5e mois, les signes étaient devenus impossibles à ignorer. Valentin rentrait de plus en plus tard, parfois pas du tout, prétextant s'être endormi au bureau. L'argent qui auparavant permettait d'économiser à peine suffisait maintenant pour le strict nécessaire. Et cette attention, cette tendresse des premiers mois, s'évanouissait comme la rosée sous le soleil du matin. « Tu es différent avec moi », ai-je osé dire un soir, alors qu'il rentrait presque à l'aube. « Il y a quelque chose qui ne va pas. »« Quelle bêtise, Fame », répondit-il. « C'est la grossesse qui te rend méfiante. Moi, je travaille 2 fois plus pour soutenir cette famille qui ne cesse de grandir. » Mon ventre était déjà bien visible. Je sentais les mouvements du bébé, ses petits coups de pied comme des messages d'amour venus du ciel. Mais en moi, quelque chose de plus lourd grandissait également. La méfiance, la peur, une tristesse que je n'arrivais pas à nommer. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Ma tension montait brusquement. Des maux de tête persistants, des gonflements aux pieds et aux mains qui inquiétaient la sage-femme lors de nos consultations mensuelles. Cela peut devenir dangereux si on n'y prend pas garde. Il faut que tu te reposes, que tu évites le sel et surtout que tu évites les soucis. Éviter les soucis? Comment? Alors que mon mari ressemblait chaque jour davantage à un étranger dans notre maison? Alors que mes soupçons grandissaient en même temps que mon ventre? Ma sœur Sébastienne, toujours la plus attentive de la famille, commença à me rapporter des rumeurs. Claudine, les gens disent avoir vu Valentin avec une femme à la Syrie. Ils disent que c'est une collègue du bureau. Je niais, défendait mon mari, prétendant que ce n'était que des commérages jaloux de notre bonheur. Mais au fond, je savais qu'il y avait une part de vérité dans ces rumeurs. Je la sentais dans l'air lourd que Valentin apportait en entrant. Je la voyais dans ses yeux qui ne me regardaient plus droit. Je la percevais dans la distance de son corps au lit. Puis, à 6 mois de grossesse, le pire arriva. Valentin ne rentra pas à la maison un vendredi, ni le samedi, ni le dimanche. Une semaine entière sans nouvelles, sans un mot, sans explication. Moi, désespéré, avec ce ventre déjà bien rond, je me rendais chaque jour à la Syrie pour obtenir des informations. On me disait qu'il avait demandé quelques jours de congé. Il avait un parent malade dans la campagne, prétendait-il. Un parent malade? Quel parent? Toute sa famille vivait à Avignon. Le mensonge était si mal ficelé que la douleur doublait.
Mon père m'accueillit cette semaine-là. Il me ramena dans la maison où j'avais grandi, m'installa dans mon ancien lit et prit soin de moi comme si j'étais encore une enfant. Mes sœurs se relayaient pour me tenir compagnie, essayaient de me distraire, m'encourager et me préparer à ce qui semblait inévitable. « Tu es forte, ma fille, disait mon père en fumant sa pipe sur la terrasse. Tu élèveras ce petit-fils avec ou sans ce salaud. » Puis, le matin venu, Valentin apparut à la porte de la maison de mon père. Il avait l'air abattu, avec des cernes marquées et la barbe mal rasée. Il demanda à me parler seul à seul. Mon père hésita, mais finit par accepter. « Où étais-tu » demandai-je dès que nous fûmes seuls dans le jardin derrière la maison. « Je travaillais, femme. J'ai dû aller jusqu'à Lyon pour régler des affaires de la Syrie, répondit-il. Le mensonge sortait si facilement de sa bouche que j'ai presque cru. Presque. Mais quelque chose avait changé en moi pendant cette semaine d'abandon. Une force que je ne connaissais pas commençait à émerger. Ne me mens pas, Valentin. Je sais que tu n'étais pas en voyage pour le travail. La Syrie a confirmé que tu avais demandé des congés. Il a hésité. Il a passé la main dans ses cheveux en désordre, détourné le regard. Puis il a poussé un long soupir. D'accord. J'étais parti régler mes affaires. Mais maintenant je suis revenu. Tu dois rentrer à la maison. Ce n'est pas correct. Une femme mariée chez son père. Je suis revenu. Quel choix avais-je ? Au 7e mois de grossesse, sans emploi, sans argent, à une époque où une femme séparée était vue comme un échec. Pourtant, au fond de moi, une flamme d'espoir refusait de s'éteindre. Peut-être que tout pourrait redevenir comme avant. Mais rien ne redevenait. Valentin ne cachait plus ses sorties ni ses disparitions. L'argent arrivait de moins en moins. Moi, le ventre lourd, le cœur encore plus lourd, je tentais de maintenir la maison. Je préparais le trousseau du bébé avec ce que j'avais. Je me persuadais que, quand l'enfant naîtrait, le père redeviendrait l'homme dont je m'étais éprise. Puis, au début du 8e mois, la vérité m'a frappée. Pas par lui. Jamais il n'aurait eu le courage de me le dire. Non. C'est Madame Joséphine, une voisine qui travaillait au ménage de la Syrie, qui m'a appris l'impensable. Ma fille, m'a-t-elle dit un après-midi, avec ce regard de pitié que j'ai appris à détester, je ne peux plus te voir souffrir sans te dire la vérité. Ton mari a une liaison avec la nouvelle secrétaire, une certaine Marline venue de Lyon. Tout le monde le sait là-bas. On dit même qu'elle attend qu'il te quitte après la naissance du bébé. Le monde s'est arrêté. Même si je soupçonnais déjà, même si je sentais dans l'air que quelque chose n'allait pas, entendre la vérité ainsi, claire et crue, c'était comme recevoir une balle dans la poitrine. Une douleur aiguë dans le ventre. Je me suis appuyée au mur pour ne pas tomber. Des points noirs dansaient devant mes yeux. Mais je ne suis pas tombée. Je ne me suis pas évanouie. Je n'ai ni crié, ni pleuré. Quelque chose en moi s'est fermé comme une porte que le vent claque pendant une tempête. J'ai remercié Madame Joséphine pour son courage. Je suis rentrée à la maison, me suis assise sur la chaise à bascule et suis restée là, en silence. Je caressais mon ventre, réfléchissant à ce que je ferais ensuite. Cette nuit-là, Valentin est arrivé, miraculeusement tôt selon ses habitudes récentes. Le dîner était prêt, la maison rangée. Moi, assise dans le salon, comme si rien ne s'était passé. Je n'ai pas abordé le sujet. Je ne lui ai rien dit de ce que je savais. Quelque chose me disait d'attendre, de planifier, de protéger avant tout cette vie qui grandissait en moi. Les jours suivants, ma santé s'est détériorée. Ma tension montait à des niveaux alarmants. Des maux de tête me clouaient au lit. Mes pieds et mes mains gonflaient, déformés. Madame Raymonde a prononcé le mot que je redoutais. C'est de la prééclampsie, ma fille. Très dangereux pour toi et pour le bébé. Repos absolu jusqu'à l'accouchement. Peut-être même l'hôpital, au lieu de la maison comme prévu. L'hôpital ? Un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Valentin, à l'annonce du diagnostic, haussa les épaules. Les femmes, c'est ainsi. Elles tombent malades pour rien. Chaque jour qui passait, il devenait clair que j'étais seule dans ce voyage. Moi et mon bébé, contre le monde. Ma famille encore une fois m'a sauvée. Mon père et mes sœurs se relayaient pour prendre soin de moi. Ils apportaient de la nourriture, lavaient mes vêtements, m'aidaient pour le bain quand je peinais à rester debout. Valentin semblait soulagé de ne pas avoir à gérer une épouse malade, profitant de la présence de ma famille pour se décharger. Et ainsi, entre douleurs physiques et blessures de l'âme, je suis arrivée au 9e mois de grossesse. Grande, lourde, gonflée. Mais avec une détermination que je ne savais pas posséder. J'avais pris la décision que dès que le bébé serait là et que j'aurais repris des forces, je ferais mes valises.
Je retournerai chez mon père. Je recommencerai ma vie. Je protégerai mon enfant loin de cet homme qui s'était révélé si éloigné de l'image qu'il m'avait donnée. Ce que j'ignorais, c'est que le destin me réservait des épreuves bien plus cruelles. Des épreuves capables de bouleverser ma vie, mon cœur et ma perception du monde. Le pire restait encore à venir. Et moi, naïve, je ne pouvais imaginer l'horreur qui m'attendait dans cette modeste maison au bord du Rhône, le jour où mon fils choisirait de naître. C'était un après-midi brûlant d'octobre quand j'ai senti les premières contractions. Au début, elles étaient légères, comme de petites crampes intermittentes. J'étais seule à la maison. Valentin était parti tôt le matin et, comme d'habitude, il n'avait donné ni destination ni heure de retour. J'ai tenté de garder mon calme. Madame Raymond m'avait expliqué que les premières contractions pouvaient durer des heures, parfois même des jours pour certaines femmes. J'ai demandé au fils de ma voisine de prévenir ma sœur Sébastienne. Elle est arrivée rapidement, évaluant ma situation et décidant de rester à mes côtés jusqu'à ce que les choses s'intensifient. « Tu es encore au début, Claudine. Le bébé ne va pas arriver tout de suite. Attends encore un peu avant d'appeler la sage-femme, m'a-t-elle conseillé. » Les heures se sont écoulées. Le soleil a commencé à descendre derrière les toits d'Avignon, teintant le ciel de cet orange particulier que seuls les habitants de Provence connaissent. Les contractions se sont renforcées, mais restaient espacées. Sébastien a préparé une infusion à la cannelle pour me réchauffer et soulager les douleurs. Quand la nuit a finalement enveloppé la maison, Valentin est apparu. Il est entré en titubant, l'odeur d'alcool et de parfum bon marché flottant autour de lui. Sébastien a froncé les sourcils immédiatement, mais j'ai fait signe de rester silencieux. Je ne voulais aucune dispute à ce moment crucial. « Qu'est-ce que cette femme fait ici » a-t-il demandé en désignant ma sœur. « Je suis en travail, Valentin » ai-je répondu calmement. « Le bébé va naître aujourd'hui ou demain. » Il a eu l'air réellement surpris, comme s'il avait oublié que j'étais sur le point d'accoucher. Il est resté planté là, fixant mon ventre arrondi comme s'il le découvrait pour la première fois. « Je vais aller chercher de l'eau chaude » a dit Sébastienne en sortant dans le jardin vers le puits. Mais en vérité, elle nous laissait un moment seuls. Dès que nous avons été seuls, Valentin s'est approché du lit où j'étais allongée. Son visage exprimait une colère contenue et une détermination inquiétante qui m'a fait frissonner. « Alors, le petit a décidé de pointer le bout de son nez aujourd'hui » a-t-il murmuré d'une voix basse et menaçante. « Oui » ai-je soufflé, sentant une contraction plus forte me traverser. « Je crois qu'il sera là d'ici demain matin. » Valentin s'est assis au bord du lit et m'a observé d'une manière qui m'a fait me recroqueviller instinctivement. Ses yeux semblaient habités par quelque chose de sombre. Quand il a parlé à nouveau, sa voix était à peine audible. « Tu sais, Claudine, je n'ai jamais voulu cet enfant. Je n'en ai jamais voulu. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing en plein ventre. Même après toutes les trahisons, tous les signes, tout l'abandon, les entendre ainsi clairement m'a brisé à l'intérieur. « Qu'est-ce que tu racontes, Valentin ? Ton fils ? Cela m'importe peu désormais. J'ai d'autres projets. Une vie nouvelle m'attend. » C'est alors qu'il a tout lâché. Comment il avait rencontré Marlene dès le 2e mois de ma grossesse. Comment il était tombé amoureux d'elle. Comment il prévoyait de fuir avec elle à Paris dès qu'ils auraient assez d'argent. Il parlait sans émotion, comme on parlerait de la météo ou du prix du pain. « Et tu comptes me laisser seule avec un bébé ?» Les larmes ont fini par briser ma résistance. « Ce n'est pas mon problème » a-t-il répliqué avec froideur. « Tu as ta famille, ton père, tes sœurs. Débrouille-toi. » Une contraction plus violente m'a traversée. J'ai gémi de douleur, mais Valentin n'a pas bougé pour m'aider. Il est resté là, me regardant avec des yeux vides de toute compassion. « Maintenant, Marlene attend aussi un enfant de moi » a-t-il lâché, comme s'il lançait une bombe et attendait de voir l'explosion. 3 mois déjà, un enfant que je veux avec une femme que j'ai vraiment choisie. La douleur que j'ai ressentie n'était pas seulement physique. C'était une blessure de l'âme, un gouffre sans fond. Entre des contractions de plus en plus intenses, j'essayais d'assimiler cette révélation dévastatrice. Non seulement il me trompait, mais il allait construire avec une autre la famille qu'il m'avait promise. « Alors, c'est pour ça que tu as commencé à me traiter ainsi parce que tu avais trouvé une autre femme ?» Il a haussé les épaules, comme si la réponse était évidente et ne méritait pas d'être dite. À ce moment, j'ai entendu Sébastien revenir du jardin. Valentin s'est levé d'un bond. « Je sors » a-t-il annoncé. « J'ai des affaires à régler. » « Sortir ? Mais ta femme à terme, a protesté ma sœur, incrédule. « C'est des affaires de femme, débrouillez-vous » a-t-il répondu, et il a claqué la porte derrière lui.
Sébastien est accouru à mon chevet, me trouvant en larmes, autant par la douleur physique que par la souffrance du rejet absolu. « Qu'est-ce qu'il t'a dit » a-t-elle demandé en me tenant la main. Entre gémissements et sanglots, je lui ai tout raconté. L'autre femme, l'autre enfant en route, son plan pour nous abandonner. Sébastien a écouté en silence, son visage se durcissant à chaque mot. « Je vais appeler papa » a-t-elle décidé. « Tu ne peux pas rester seule avec cet homme aujourd'hui. Il n'est pas normal. » Mais moi, mêlant fierté blessée et espoir insensé, j'ai demandé qu'elle ne le fasse pas. « Non, Sébastien, je veux rester ici, avec ma maison, avec mon mari, aussi terrible soit-il. Je veux mettre mon enfant au monde ici comme prévu. Demain, nous réglerons tout le reste. » Réticente, elle a accepté. Elle a envoyé le fils de la voisine chercher Madame Raymond, la sage-femme, et est restée avec moi alors que les contractions se renforçaient. La nuit a avancé lentement, comme une barque luttant contre le courant. Madame Raymond est arrivée, m'a examinée et a confirmé que l'accouchement avançait, mais prendrait encore plusieurs heures. « Premier enfant, c'est toujours plus long, ma fille » a-t-elle expliqué en préparant ses affaires. Mais tout va bien pour le bébé. Il est bien positionné. Il doit juste descendre un peu plus. Vers minuit, Sébastien a dû rentrer chez elle pour s'occuper de ses enfants qu'elle avait laissés avec une voisine. Elle m'a promis de revenir dans moins d'une heure. Madame Raymond en a profité pour s'asseoir un moment sur la chaise du salon, profitant d'un repos bienvenu puisque l'accouchement ne semblait pas imminent. Je suis restée seule dans la chambre, balançant doucement mon corps pour soulager les vagues de douleur qui se succédaient. Puis j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai d'abord cru que c'était Sébastien, mais le pâlour et l'odeur forte d'alcool m'ont immédiatement averti que c'était Valentin. Il est entré en titubant, plus désordonné encore que d'habitude, les yeux rouges, les cheveux ébouriffés. « Elle n'a toujours pas accouché, cette garce » a-t-il lancé d'une voix traînante par l'alcool. « Le bébé ne viendra que demain matin » ai-je répondu en essayant de garder mon calme. « Va dormir, Valentin, tu es ivre » ai-je ajouté. Il s'est approché du lit en oscillant. Son visage était un masque de colère et de ressentiment qui m'a glacé sur le champ. J'ai tenté d'appeler Madame Raymond, mais ma voix était trop faible pour l'alerter dans le salon. « Tu sais ce que j'ai pensé aujourd'hui » a-t-il murmuré en s'asseyant lourdement au bord du lit. « Si ce petit ne naît pas, je n'aurai pas à payer de pension. Je pourrai partir libre » a-t-il ajouté avec une froide détermination. Une alarme s'est déclenchée dans mon esprit. Il y avait dans sa voix et son regard quelque chose qui dépassait l'ivresse habituelle. Une intention sombre qui m'a glacé le sang. « Valentin, sors d'ici, laisse-moi me reposer. La sage-femme est dans le salon, ma sœur va bientôt revenir » ai-je tenté de dire. Il a ri, un rire sans aucune joie, qui m'a parcouru jusqu'aux os. « La vieille dort comme une pierre et ta sœur mettra du temps. Nous avons le temps. » Les minutes qui ont suivi sont difficiles à décrire. Comme un animal acculé, Valentin s'est transformé en quelque chose d'irreconnaissable. Ce n'était plus l'homme dont je m'étais éprise. Ce n'était même plus le mari distant des derniers mois. C'était une créature animée par une haine profonde, une cruauté qui semblait surgir des entrailles même de son être. Il m'a saisi avec force, couvrant ma bouche pour étouffer mes cris. Son poids sur mon ventre m'a infligé une douleur aiguë immédiate. J'ai essayé de me débattre, mais entre les contractions et mon corps affaibli par la grossesse difficile, je n'avais aucune force pour résister. « Si ce petit n'est pas vivant, personne ne pourra me reprocher quoi que ce soit » a-t-il murmuré à mon oreille, appuyant encore plus sur mon ventre. « On dira que c'était une complication de l'accouchement » a-t-il ajouté. La terreur qui m'a envahi à ce moment-là était indescriptible. Ce n'était pas seulement ma vie qui était en danger, mais celle de mon enfant innocent, qui n'avait même pas encore vu le monde. J'ai rassemblé le peu de force qu'il me restait et réussi à mordre sa main couvrant ma bouche. J'ai crié de toutes mes forces. Valentin, furieux, m'a giflé si fort que ma vision s'est assombrie. J'ai senti un goût métallique de sang dans ma bouche. Puis j'ai entendu des pas précipités. Madame Raymond, enfin réveillée par mes cris, arrivait dans la chambre. Mais avant qu'elle ne puisse intervenir, Valentin m'a porté un coup à la tête qui m'a plongé dans l'inconscience. L'obscurité m'a enveloppé comme un lourd manteau. La dernière sensation a été une douleur déchirante dans mon ventre et cette horreur brûlante entre mes jambes. Puis plus rien. Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconsciente. Quand j'ai repris connaissance, j'étais dans un endroit différent. Des murs blancs, l'odeur des médicaments, des voix lointaines. J'ai essayé de bouger, mais mon corps semblait peser des tonnes. J'ai tenté de parler, mais ma gorge était trop sèche pour produire un son. Une infirmière a remarqué que j'étais éveillée et s'est approchée du lit.
Du calme, madame, vous êtes à l'hôpital d'Avignon. Vous avez perdu beaucoup de sang. Hôpital? Et mon bébé? Comment suis-je arrivée ici? J'ai essayé de parler, mais je n'ai réussi qu'à émettre un gémissement faible. L'infirmière a compris mon angoisse. Je vais appeler le docteur, il vous expliquera tout, a-t-elle dit. Les minutes suivantes ont semblé durer une éternité. Des éclairs de souvenirs douloureux traversaient mon esprit, Valentin ivre, l'agression, la douleur, le sang. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Finalement, un jeune médecin est entré dans la chambre. Ses cernes profonds et son expression grave m'ont dit tout ce que je redoutais avant même qu'il parle. Madame Claudine, a-t-il commencé, le ton contrôlé mais sérieux, vous avez subi un décollement placentaire sévère, probablement causé par un traumatisme physique. À votre arrivée, vous aviez une hémorragie intense et une tension pratiquement indétectable. Il a fait une pause, laissant mes lèvres former les mots que je n'osais pas dire. Mon bébé? Le médecin a baissé les yeux un instant. Ce simple geste a confirmé mon pire cauchemar. Je suis désolée, nous n'avons pas pu sauver l'enfant. C'était un garçon. Le monde s'est écroulé autour de moi. Une douleur qui dépassait le physique m'a traversée, comme une lance plantée dans mon âme. Mon fils, mon garçon que j'aimais déjà de tout mon être, était parti. Je ne l'avais pas tenu dans mes bras. Je n'avais pas vu son visage. Je n'avais pas pu lui dire combien je l'aimais. Les larmes ont coulé, brûlant comme de l'acide. J'ai pleuré jusqu'à m'épuiser, jusqu'à ce que l'obscurité de l'inconscience vienne me soulager. Dans les heures et jours suivants, j'ai appris peu à peu ce qui s'était passé. C'est Sébastienne qui me l'a raconté, assise à côté de mon lit, serrant ma main comme si elle craignait que je disparaisse comme mon fils l'avait fait. Quand elle est revenue cette nuit-là à la maison, elle a trouvé Madame Raymond, désespérée, tentant d'arrêter le sang qui coulait encore. Valentin avait disparu. Un voisin, entendant la confusion, m'avait transporté jusqu'à une charrette qui m'a conduite d'urgence à l'hôpital. Et Valentin? Ai-je demandé, la voix faible. Il a disparu, a répondu Sébastienne, le regard dur. Il a pris ses affaires et s'est volatilisé. La police le cherche, mais pour l'instant, rien. Allongée dans ce lit d'hôpital, à peine vivante, quelque chose en moi a basculé pour toujours. L'amour que j'avais ressenti pour Valentin s'est changé en quelque chose de sombre et de vénéneux. Une soif de justice, ou serait-ce de vengeance, me consumait de l'intérieur. Il a tué mon fils, ai-je murmuré, les larmes traçant des sillons sur mon visage. Il a tué notre fils exprès. Sébastienne a serré ma main plus fort. Je le sais, sœur, et il paiera. Papa est déjà allé au commissariat. Il a tout raconté. Il le cherche dans toute la ville. Mais Valentin avait disparu comme de la fumée, probablement enfui avec Marline, comme il le prévoyait déjà. Il avait laissé derrière lui une femme brisée et un fils qui n'avait jamais respiré l'air du monde. Je suis restée 2 semaines à l'hôpital. Mon corps se rétablissait lentement, mais mon âme semblait irrémédiablement blessée. Les médecins disaient que j'avais failli mourir, que c'était un miracle d'avoir survécu à l'hémorragie. Miracle, disait-il. Je me demandais quel genre de miracle pouvait laisser une mère vivante tout en emportant son fils. Quand j'ai enfin pu quitter l'hôpital, mon père et mes sœurs m'ont ramené à la maison de mon enfance. Ils ont aménagé une chambre pour moi, veillant à chaque détail. Ils se relayaient pour ne jamais me laisser seule. Mais cette présence constante ne pouvait combler le vide que je ressentais. C'était un abîme profond, un trou noir qui aspirait toute lumière et tout espoir de ma vie. Les nuits étaient les plus difficiles. Je me réveillais en hurlant, rêvant de mon bébé que je n'avais jamais tenu dans mes bras. Je revoyais le visage déformé par la haine de Valentin et sentais de nouveau la douleur lancinante de cette nuit. Mon père, déjà âgé mais encore solide, s'asseyait à côté de mon lit et me tenait la main jusqu'à ce que je réussisse à me rendormir. « Ça va passer, ma fille, disait-il, la voix étranglée par une émotion que les hommes de sa génération ne laissaient que rarement transparaître. Un jour, cette douleur sera moindre. Je voulais le croire. Je voulais imaginer un réveil sans ce poids écrasant sur ma poitrine, sans voir le visage imaginaire de mon fils chaque fois que je fermais les yeux. Mais dans les premiers mois, cela semblait impossible. La police avait cherché Valentin partout à Avignon, puis dans les villes alentours. Rien. C'était comme si la terre l'avait avalé, lui et Marline. Certains murmuraient qu'ils avaient fui à Paris, d'autres vers le sud de la France, d'autres encore qu'ils avaient franchi la frontière vers l'Espagne. Chaque rumeur apportait un éclair d'espoir suivi d'une amère déception lorsqu'elle s'avérait infondée. Peu à peu, très lentement, j'ai commencé à retrouver une routine. J'aidais à la maison.
J'ai recommencé à cuisiner des plats simples que j'aimais. Je passais des heures au bord du Rhône, observant l'eau s'écouler, laissant mes morceaux de douleur se disperser à chaque vague. C'est un de ces après-midi au bord du fleuve que j'ai pris une décision. Assise sur un tronc tombé, observant le coucher de soleil teinté d'or et de rouge sur l'eau, une clarté soudaine m'a frappée. Je ne pouvais pas passer le reste de ma vie consumée par la haine et la douleur. Mon fils n'aurait pas voulu cela pour sa mère. Je devais, d'une manière ou d'une autre, trouver un chemin pour avancer, pour transformer cette souffrance en quelque chose qui ne me détruirait pas complètement. Mais comment ? Comment surmonter la perte la plus profonde qu'une femme puisse vivre, aggravée par la trahison et la violence ? Comment pardonner l'impardonnable ? Comment donner un sens à un monde devenu si sombre et cruel ? La réponse viendrait d'un endroit inattendu, et elle transformerait ma vie, me donnant la force de non seulement survivre, mais de refleurir, même avec toutes les cicatrices que je porterai à jamais dans l'âme. La réponse a commencé à se révéler un dimanche matin, 3 mois après la tragédie. Je vivais encore chez mon père. Je me réveillais encore toutes les nuits en proie à des cauchemars. Je portais encore cette douleur insatiable. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. L'église Sainte-Marthe se trouvait à quelques pâtés de maison. Depuis l'enfance, j'allais à la messe le dimanche, plus par tradition que par vraie foi. Après la perte de mon fils, j'avais cessé d'y aller. Je ne pouvais comprendre qu'un Dieu permette une telle cruauté. Je n'avais jamais voulu entendre parler de miséricorde divine quand mon cœur ne connaissait que la rage et le désir de vengeance. Pourtant, ce matin-là, je me suis réveillée avec une impulsion étrange de me rendre à l'église. Je n'ai rien dit à personne. Je me suis habillée en silence et je suis partie avant que quelqu'un puisse m'interroger. Les rues d'Avignon étaient paisibles. Le soleil naissant réchauffait doucement la ville. Je marchais lentement, sentant le vent du Rhône caresser mon visage, écoutant les oiseaux comme si le monde n'était pas brisé. L'église était presque vide quand j'y suis entrée. Quelques vieilles dames récitaient le chapelet, le sacristain arrangeait les objets sur l'autel, et une petite fille déposait des fleurs dans les vases latéraux. Je me suis assise au dernier banc, perdue dans les ombres, sans savoir exactement pourquoi j'étais là ni ce que j'espérais trouver. La messe a commencé et j'ai simplement observé, distante, comme spectatrice d'un film qui ne me concernait pas. Le prêtre était nouveau dans la paroisse, jeune, avec un accent du nord de la France. Ses paroles flottaient autour de moi sans vraiment me toucher, jusqu'à ce qu'il entame l'homélie. Aujourd'hui, je veux parler de la douleur, dit-il, fixant la petite assemblée. Pas la douleur passagère du corps, mais celle qui s'infiltre dans l'âme, qui semble interminable et insatiable. C'était comme s'il parlait directement pour moi, comme s'il voyait à travers mes vêtements sombres l'ouverture béante de ma blessure intérieure. Beaucoup d'entre nous connaissent cette douleur, continua-t-il. La douleur de la perte, la douleur de la trahison, la douleur des rêves brisés. Et souvent, on se demande où est Dieu dans tout ça. Pourquoi permet-il que nous souffrions ainsi ? Des larmes silencieuses ont commencé à rouler sur mes joues. C'étaient les mêmes questions que je me posais chaque nuit en fixant le plafond, sans jamais obtenir de réponse. La vérité, la plus difficile à accepter, c'est que parfois il n'y a pas de réponse, dit le prêtre d'une voix douce mais ferme. Parfois, la douleur existe simplement à cause des choix des hommes, de l'imperfection du monde, de la liberté qui nous permet de faire le bien ou le mal. Il fit une pause, fixant un point au-dessus de nos têtes comme pour trouver les mots justes. Mais il y a une vérité encore plus grande. La douleur ne doit pas définir notre existence pour toujours. Elle nous marque, elle nous transforme, mais elle ne dicte pas la fin de notre histoire. Ces mots simples ont percé l'armure d'amertume que j'avais construite autour de moi. Ce n'était ni une révélation soudaine ni une guérison miraculeuse. C'était une petite fissure de lumière dans une pièce plongée dans l'obscurité depuis des mois. Quand la messe s'est terminée, je suis restée assise, laissant les fidèles sortir. Je ne voulais croiser personne, ni répondre aux questions ni subir des regards de pitié. Je voulais simplement rester là, dans la quiétude de l'église vide, essayer de comprendre ce qui venait de changer en moi. Le prêtre a dû remarquer mon hésitation. Après que tout le monde soit parti, il s'est approché lentement, respectant mon espace. Puis il a demandé « Puis-je m'asseoir ?» J'ai acquiescé sans un mot. « Nous ne nous connaissions pas encore, dit-il. Je suis l'abbé Michel. Je suis arrivée à Avignon il y a seulement quelques mois. Je suis Claudine, ai-je dit, la voix encore étranglée par des mois de silence. Vous semblez porter un poids très lourd, Claudine, m'a-t-il répondu doucement. Je ne saurais dire si c'était la douceur de sa voix, le fait qu'il soit un étranger sans préjugés sur moi, ou simplement que le moment était venu. Mais j'ai commencé à parler.
J'ai raconté tout ce qui m'était arrivé, depuis ma relation avec Valentin jusqu'à cette nuit fatale où j'avais perdu mon fils. J'ai parlé de ma colère, de mon désir de vengeance, du vide immense qui avait remplacé l'amour et l'espoir. L'abbé Michel m'écoutait simplement, sans interrompre, sans juger, sans me servir de platitudes religieuses ni de consolation facile. Quand j'eus fini, vidé comme un verre que l'on aurait bu jusqu'à la dernière goutte, il resta silencieux un long moment. « Votre douleur est légitime, Claudine, dit-il enfin. Votre colère aussi. Je ne vais pas vous dire de pardonner ce qui semble impardonnable, ni de trouver un sens là où il n'y en a pas. » Sa franchise m'a surprise. J'attendais les conseils habituels sur le pardon et la volonté divine que tant de gens bien intentionnés avaient déjà tenté de m'offrir. Ce que je vais vous dire, c'est ceci, vous n'êtes pas seul dans votre douleur. Et peut-être, seulement peut-être, en la partageant, elle deviendra un peu plus légère à porter. Sans planifier ni réfléchir consciemment, j'ai recommencé à fréquenter l'église Sainte-Marthe. Pas parfois retrouvée ni par dévotion renouvelée, mais par simple besoin humain de communauté, d'un lieu où je pouvais exister sans avoir à expliquer ma tristesse. Les dimanches, après la messe, je restais quelques minutes avec l'abbé Michel. Parfois nous parlions de ma perte, parfois de choses simples du quotidien. Il n'exigeait jamais de moi un progrès spirituel, ni que je surmonte mon deuil selon un calendrier précis. Il offrait seulement sa présence et son écoute, des cadeaux plus rares et précieux que je n'aurais pu l'imaginer. C'est grâce à lui que j'ai rencontré Madame Suzanne, une femme dans la soixantaine, responsable d'un petit groupe de prière et de charité dans la paroisse. Contrairement à beaucoup de religieux que j'avais connus, elle ne parlait pas beaucoup de Dieu, mais agissait comme s'il était présent dans chaque geste de bonté. « Venez nous aider », m'a-t-elle dit après une messe, environ un mois après ma première conversation avec l'abbé Michel. Nous préparons des paniers alimentaires pour les familles du quartier des Remparts. Mon premier réflexe fut de refuser. Qu'est-ce que moi, brisé et amer, je pouvais bien offrir aux autres? Mais la simplicité de son invitation, l'absence totale de pression, m'a poussé à accepter. Le jeudi suivant, je me suis jointe à un petit groupe de femmes dans la salle paroissiale. Nous trions les dons alimentaires, séparons les vêtements, préparons le matériel scolaire pour les enfants. Je travaillais en silence, mal à l'aise avec l'idée de socialiser, de feindre la normalité alors que rien en moi ne se sentait normal. Mais petit à petit, semaine après semaine, quelque chose a commencé à changer. Ma douleur était toujours là, profonde et réelle, mais j'ai commencé à percevoir qu'il y avait de la place pour autre chose à côté. De petits moments de but, lorsque nous aidions une famille supplémentaire, de brefs instants de connexion quand une autre volontaire partageait une histoire ou un conseil. « Vous avez de bonnes mains pour organiser », m'a commenté Suzanne un jour, me voyant arranger méthodiquement les dons. « Pourriez-vous m'aider avec les registres la prochaine fois ?» Ainsi, sans grande déclaration ni moment dramatique, j'ai lentement réappris à exister dans le monde. La tragédie ne me définissait plus totalement, mais j'ai commencé à comprendre qu'elle n'avait pas à être la seule chose qui définissait ma vie. Pendant ce temps, la vie à Avignon continuait son cours. La recherche de Valentin s'était refroidie avec le temps, comme on pouvait s'y attendre. Des rumeurs circulaient, quelqu'un jurant l'avoir aperçu à Lyon, Paris ou même en Espagne. Chaque nouvelle information ravivait brièvement ma soif de justice, mais la flamme s'éteignait vite face à l'absence de preuves tangibles. Mon père, inquiet pour mon avenir, essayait parfois de me présenter à des hommes respectables de la ville. Un commerçant veuf, un fonctionnaire, un cousin revenu récemment à Avignon. J'ai poliment mais fermement refusé toutes ces propositions. L'idée de faire confiance à nouveau, d'ouvrir mon cœur à la possibilité de souffrir encore, me semblait impossible. « Tu es encore jeune, ma fille », insistait-il. « Tu as toute la vie devant toi. »« Je le sais, papa, répondais-je, mais j'ai besoin de reconstruire ma vie à ma façon, à mon rythme. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. 1 an après avoir perdu mon fils, j'ai trouvé un emploi dans la petite école municipale du quartier. Pas comme institutrice, je n'avais pas la formation pour cela, mais comme auxiliaire administrative. J'organisais des documents, recevais les parents, m'occupais des inscriptions. Un travail simple, mais qui me donnait un but et, surtout, une indépendance financière. J'ai quitté la maison de mon père et loué une petite chambre à l'arrière de la maison d'une dame âgée. C'était modeste, mais rien que pour moi. Un espace où je pouvais pleurer sans inquiéter personne, ranger mes affaires comme je le voulais, et commencer à retrouver un semblant d'identité au-delà de la tragédie qui m'avait marqué. Mon travail à l'école me mettait en contact quotidien avec des enfants. Au début, c'était douloureux. Chaque visage me rappelait le fils que je n'avais jamais connu, l'avenir volé.
Mais petit à petit, ces enfants ont commencé à apaiser quelque chose en moi. Leur énergie, leur curiosité, leur capacité à trouver de la joie dans les choses les plus simples étaient comme un baume sur mon âme blessée. Une petite fille en particulier, Rosette, 6 ans, fille d'une mère célibataire qui travaillait toute la journée, a commencé à venir me chercher pendant les récréations. Elle s'asseyait près de mon bureau, dessinait, inventait des histoires de princesses et de dragons. Parfois, elle restait simplement là, dans un silence confortable. « Pourquoi vous avez toujours l'air triste, madame ?» m'a-t-elle demandé un jour, avec la franchise unique des enfants. Sa question m'a prise au dépourvu. Je pensais masquer mes sentiments derrière une façade de normalité. Parce que j'ai perdu quelqu'un que j'aimais profondément, ai-je répondu simplement, sans entrer dans les détails. Elle a acquiescé, grave comme une petite sage. Ma maman aussi, me dit-elle. Mon papa est parti quand j'étais bébé. Elle pleure parfois quand elle croit que je ne la vois pas. Cette observation innocente m'a frappé au cœur. Je n'étais pas seule à souffrir. Je n'étais pas seule à porter le poids de l'abandon, de la perte, des rêves brisés. Dans chaque maison, dans chaque famille, il y avait des histoires de douleur. Certaines aussi lourdes que la mienne, d'autres différentes, mais toutes réelles. Rosette est devenue une présence constante dans ma journée. J'ai commencé à l'aider avec ses leçons après la classe, en attendant que sa mère rentre du travail. Bientôt, d'autres enfants se sont joints à nous. Des enfants dont les parents travaillaient tard, qui n'avaient personne pour les surveiller, qui avaient besoin d'attention que l'école ne pouvait pas toujours leur offrir. Sans m'en rendre compte, j'avais créé un petit groupe de soutien scolaire. La directrice, voyant les bénéfices pour les enfants, a mis à disposition une salle l'après-midi. Les parents, reconnaissant d'avoir un endroit sûr pour leurs enfants, ont commencé à contribuer à leur façon, un poisson frais, quelques fruits du jardin. J'étais tellement absorbée par ce nouveau but que je n'ai presque pas remarqué l'arrivée du 2e anniversaire de la mort de mon fils. La date faisait encore mal, bien sûr. J'ai passé la nuit à me souvenir de chaque détail, mais au matin, le soleil levé, les enfants m'attendaient. Ils avaient besoin de moi, et j'ai soudain réalisé avec étonnement que j'avais besoin d'eux aussi. C'est ce jour-là, alors que j'aidais un petit garçon à prononcer ses premiers mots, que j'ai pris ma décision. Je me formerais pour devenir institutrice. Je savais que ce ne serait pas simple. Il me faudrait travailler le jour, étudier le soir, compter chaque sou. Mais enfin, j'avais un objectif, quelque chose pour canaliser mon énergie au-delà de la douleur et de la colère. J'ai parlé de ce projet à l'abbé Michel. Il ne s'est pas contenté de m'encourager. Il m'a aidé à trouver des cours du soir à Avignon, des informations sur les bourses et des conseils pour préparer les examens d'admission. Vous transformez votre souffrance en objectif, m'a-t-il dit. Il n'y a pas de remède plus fort que cela. Les années suivantes, ma vie a trouvé un nouveau rythme. Je travaillais à l'école le jour et étudiais le soir. Je poursuivais aussi mes activités avec le groupe de soutien scolaire pendant mes temps libres. Ce n'était pas une existence facile, mais elle avait du sens, un cap, un but. La douleur de la perte ne m'a jamais quitté totalement. Comment aurait-elle pu disparaître ? Mais elle est devenue une partie de mon histoire, pas la totalité. Parfois, des nouvelles sur Valentin parvenaient jusqu'à moi, quelqu'un qui jurait l'avoir aperçu quelque part, accompagné d'une autre personne. 5 ans après la tragédie, un commerçant d'Avignon est revenu de Paris en affirmant avoir vu Valentin travailler comme vendeur dans un magasin d'électroménager. Mon père et mon beau-frère s'y sont rendus pour enquêter, mais l'homme ressemblant à Valentin avait déjà quitté son poste. Chaque faux espoir rouvrant brièvement ma blessure me faisait douter qu'un jour la justice serait rendue. Peu à peu, pourtant, le désir de vengeance a perdu de sa force. Non pas parce que ce qu'il avait fait était moins grave, mais parce que j'ai compris que rester consumé par la haine revenait à lui permettre de continuer à détruire ma vie à distance. 10 ans après avoir perdu mon fils, j'ai obtenu mon diplôme d'institutrice. C'était l'une des nuits les plus importantes de ma vie. Mon père, déjà âgé mais encore solide, a versé ses larmes ouvertement quand j'ai reçu mon diplôme. Mes sœurs ont organisé une petite fête dans le jardin de la maison, avec un gâteau, des sodas et la présence de ceux qui avaient pris une place dans ma nouvelle vie. L'abbé Michel, Madame Suzanne, quelques collègues, et certains enfants et parents du groupe de soutien étaient là. Ce même soir, la directrice de l'école m'a proposé un poste d'institutrice titulaire pour l'année suivante. Enfin, je pourrais enseigner officiellement et non plus seulement en tant qu'auxiliaire ou bénévole. La petite fille timide d'Avignon, dont la vie avait failli être brisée par la cruauté d'un homme, devenait maintenant éducatrice, avec l'opportunité d'influencer positivement la vie de dizaines d'enfants chaque année. Votre fils serait fier, m'a murmuré Sébastien en m'embrassant ce soir-là.
C'était la première fois depuis des années que quelqu'un mentionnait directement mon bébé perdu. Étonnamment, la douleur n'a pas été aussi vive que je le craignais. Bien sûr, il y avait encore de la tristesse, mais aussi une étrange sensation de continuité, comme si, d'une certaine manière, il faisait toujours partie de mon histoire et de la personne que je devenais. Je crois que oui, ai-je répondu, m'autorisant un petit sourire. Je crois que oui. La vie a repris son cours. À Avignon, je suis devenue connue comme l'institutrice Claudine, particulièrement attentive aux enfants rencontrant des difficultés, ce que d'autres professeurs délaissaient parfois. Peut-être parce que je savais, moi-même, ce que c'était d'être brisé et abandonné. J'avais une patience particulière pour les petits portant leurs blessures invisibles. Mon père est décédé en 1982, endormi paisiblement dans son lit, exactement comme il avait toujours dit vouloir partir. Sa disparition m'a profondément touchée, mais j'avais appris à vivre avec cette absence sans que cela ne me détruise entièrement. Ces derniers mots pour moi, la nuit précédente de sa mort, résonnaient encore dans ma mémoire. Tu m'as rendue fière, ma fille, plus que tu ne peux l'imaginer. Au fil des années, Avignon avait changé, la France avait changé, et moi aussi. La ville s'était développée, gagnant en infrastructures et en attractivité touristique. Le pays avait traversé des crises économiques et politiques. Et moi, je continuais d'enseigner. Je poursuivais ma quête de sens à travers mon travail avec les enfants. Je construisais une vie qui, si elle n'était pas celle dont j'avais rêvé dans ma jeunesse, possédait sa propre valeur et sa beauté. Je ne me suis jamais remariée, non par manque d'opportunités. Avec le temps, plusieurs hommes bons et honnêtes avaient montré de l'intérêt. Mais quelque chose en moi m'empêchait de franchir ce pas une nouvelle fois. Ce n'était pas seulement la peur de la trahison ou de l'abandon. C'était comme si ce chapitre de ma vie était clos, et que désormais je vivais un autre récit. J'avais mes enfants à l'école, mes amis de l'église, mes sœurs et mes neveux. C'était une famille différente de la famille traditionnelle, mais c'en était une tout de même. Quant à Valentin, les nouvelles avaient fini par disparaître. Personne ne disait plus l'avoir vu. Aucune rumeur sur sa localisation ne revenait. C'était comme s'il avait été effacé de la surface de la Terre, ou du moins de notre région. Pendant de nombreuses années, cette absence de justice et de réponse me perturbait profondément. Puis un jour, vers 1995, alors que j'avais 43 ans et que plus de 20 ans s'étaient écoulés depuis la tragédie, une visite inattendue survint à l'école. C'était un homme d'âge moyen, bien mis, avec un accent qui trahissait ses origines dans le nord de la France. « Institutrice Claudine » demanda-t-il, debout à la porte de ma salle de classe vide après les cours. « Oui, c'est moi. En quoi puis-je vous aider ?» répondis-je. Il hésita un instant, visiblement nerveux, avant de reprendre. « Mon nom est Robert. Je suis détective privé. J'ai été engagé pour vous retrouver. » Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Serait-ce possible après tant de temps ? Par qui ? demandai-je, la voix soudainement sèche. Par une femme appelée Marlene. Elle est décédée il y a 3 mois d'un cancer. Mais avant de partir, elle m'a demandé de vous retrouver et de vous remettre ceci. Il me tendit une enveloppe jaunie, légèrement froissée sur les bords. Je l'attrapai avec des mains tremblantes, incapable de croire ce qui se passait. Marlene, la femme pour qui Valentin m'avait abandonné, celle pour qui il avait causé la mort de notre fils, celle qui était enceinte de lui lorsqu'il avait disparu de ma vie. « Merci », parvins-je enfin à murmurer. « Puis-je demander, a-t-elle dit quelque chose sur Valentin ?» L'homme secoua la tête. « Non, il est mort depuis de nombreuses années. » Elle n'était pas entrée dans les détails, et ce n'était pas mon rôle de questionner davantage. Elle s'était simplement assurée qu'on me remette cette enveloppe, quoi qu'il en coûte, peu importe le temps que cela prendrait. Après son départ, je suis restée seule dans la salle de classe, immobile, les yeux fixés sur l'enveloppe fermée. Je tâchais de rassembler le courage nécessaire pour l'ouvrir. Que pouvait-elle contenir ? Des aveux, des explications, ou de nouvelles tromperies ? Après toutes ces années, est-ce que cela changerait quelque chose ? Finalement, les mains encore tremblantes, j'ai défait le sceau de l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite et une photo légèrement jaunie. La photographie montrait un petit garçon d'environ 3 ou 4 ans, souriant à l'objectif, avec les mêmes yeux que Valentin. La lettre commençait ainsi, « Claudine, quand vous lirez ces mots, je serai déjà partie. Peut-être est-ce mieux ainsi. Je ne mérite pas votre pardon et je ne le demande pas. Je ressens simplement le besoin de dire la vérité avant de disparaître. Valentin m'a tout confié cette nuit-là. Il est arrivé chez nous ivre, les mains tachées de sang, prétendant avoir réglé le problème. J'ai été horrifiée en comprenant l'ampleur de ses actes.
Cette même nuit, nous avons quitté Avignon. Pas par amour, comme vous auriez pu le croire, mais par peur, peur pour moi et pour le bébé que je portais si j'osais le dénoncer. Nous nous sommes réfugiés à Paris pendant plusieurs années. Il buvait de plus en plus et sa violence augmentait. Le fils que j'ai eu de lui, Gabriel, sur la photo, n'a jamais reçu l'affection paternelle qu'il méritait. Valentin disait que l'enfant ne lui ressemblait pas et doutait même de sa filiation. Lors d'une dispute particulièrement violente, il est tombé dans l'escalier, a frappé sa tête et est mort sur le coup. Je n'ai pas versé de larmes pour sa mort. Comment aurais-je pu ? Il était devenu un monstre, ou peut-être l'avait-il toujours été. J'ai élevé Gabriel seul, lui racontant seulement que son père était mort dans un accident. Il a grandi, a poursuivi ses études et vit aujourd'hui à Lyon avec sa propre famille. Il n'a jamais su ce que son père vous avait infligé, avoué à votre bébé. Certaines vérités sont trop lourdes à porter. Je sais que rien de ce que je dis ne pourra réparer le passé. Je sais que vous me détesterez probablement autant que Valentin, et vous en avez le droit. Je voulais simplement que vous sachiez qu'il n'a pas connu de vie heureuse après ses actes, qu'il a payé de différentes manières pour son crime, et que chaque jour je pense à l'enfant que vous avez perdu à cause de nous. Je ne cherche pas votre pardon, seulement votre compréhension. J'ai moi aussi été, d'une certaine façon, victime du même homme qui a détruit votre vie. La différence, c'est que j'ai eu la chance de voir mon fils grandir. Une bénédiction que vous n'avez pas eue, par notre faute. Que Dieu ait pitié de nous tous. Marlène. Quand j'ai refermé la lettre, les larmes ont coulé sans retenue sur mes joues. Ce n'étaient pas seulement des larmes de peine ou de colère, bien que ces émotions fussent encore présentes. C'étaient des larmes de libération, de conclusion, comme si un cycle enfin achevé venait de se clore. Valentin était mort depuis des décennies. Il n'avait pas connu la vie heureuse que j'avais imaginée pour lui avec sa nouvelle famille. Il n'avait pas échappé totalement aux répercussions de ses actes, et Marlène avait porté le fardeau de cette nuit sombre aussi longtemps que moi, à sa manière. J'ai posé mon regard sur la photo de Gabriel. Mon fils aurait eu à peu près le même âge que lui lorsque cette image avait été prise. Aurait-il eu les mêmes traits ? Le même sourire ? Les mêmes gestes ? Des questions restées à jamais sans réponse. J'ai plié la lettre avec soin et l'ai replacée avec la photo dans l'enveloppe. Je ne sais combien de temps je suis restée là, assise, regardant par la fenêtre le soleil se coucher sur Avignon, laissant une sensation étrange et inattendue m'envahir. La paix n'était pas exactement le pardon, ni l'oubli, ce qui aurait été impossible. C'était quelque chose de plus subtil, de plus nuancé. Une compréhension que la vie ne se divise que rarement en méchants absolus et victimes parfaites. Que la tragédie qui avait marqué mon existence faisait partie d'une toile plus vaste de douleurs, de choix tragiques et de conséquences touchant bien d'autres vies que la mienne. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai dormi sans rêver de Valentin, sans me réveiller en cherchant mon fils disparu. Non pas que la douleur ait disparu, mais parce qu'elle avait trouvé sa place dans mon histoire, un chapitre douloureux mais non pas le livre entier. Je ne savais pas encore que cette lettre, cette fermeture inattendue, marquerait seulement le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre où je serais prête non seulement à affronter le passé, mais aussi à accueillir l'avenir avec toutes les possibilités qu'il contenait. J'ai rangé la lettre de Marlène dans une boîte en bois sculpté que mon père avait fabriquée des années auparavant, sentant qu'un cycle se clôturait enfin. Valentin était mort depuis longtemps. La femme avec qui il avait fui avait également disparu. Et moi, j'avais enfin une forme de réponse, même si ce n'était pas la justice que j'avais imaginée pendant tant d'années. J'ai poursuivi ma vie d'institutrice à Avignon, me consacrant toujours davantage aux enfants en difficulté. La ville avait connu une expansion rapide dans les années 90, avec l'arrivée de nouvelles entreprises et le développement du tourisme culturel. Avignon n'était plus la petite ville de mon enfance. Mais le Rhône continuait de couler majestueusement, se mêlant à la Durance dans un spectacle quotidien qui m'émouvait encore. En 1997, à 45 ans, j'ai reçu une proposition qui allait de nouveau bouleverser le cours de ma vie. Le ministère de l'Éducation lançait un programme spécial pour les enfants vulnérables, garçons et filles vivant dans des zones à risque, souvent négligés par leurs familles, certains déjà mêlés à de petits délits. Nous avons besoin d'une coordinatrice pour ce projet, m'a expliqué la responsable, une femme énergique et idéaliste récemment arrivée. Elle cherchait quelqu'un d'expérimenté, sensible et capable de gérer des enfants difficiles. Votre nom a été le premier qui nous est venu à l'esprit, institutrice Claudine. J'ai accepté cette mission sans aucune hésitation. C'était exactement le type d'engagement qui donnait du sens à ma vie. Je mettais ma propre expérience de douleur au service d'enfants portant eux aussi des blessures profondes.
Le projet a débuté modestement, avec une salle aménagée dans une école municipale du quartier le plus défavorisé de la ville, accueillant une trentaine d'enfants en dehors des heures de classe. Notre objectif était simple, offrir non seulement un soutien scolaire, mais aussi un espace sûr avec repas, activités culturelles et surtout un accompagnement émotionnel. Beaucoup de ces enfants n'avaient jamais entendu un mot d'encouragement, n'avaient jamais été traités avec le respect et la dignité que chaque être humain mérite. Vous êtes différente, m'a confié un jour un garçon de 12 ans, portant les cicatrices visibles de mauvais traitements et des yeux qui avaient vu plus de souffrance que ne devrait en connaître aucun enfant. Vous nous regardez vraiment comme si nous existions. Ces mots sont restés gravés dans mon âme. C'était exactement ce que je cherchais à faire, voir au-delà des comportements difficiles, des abyssales, des mots durs, et percevoir l'enfant derrière toutes les couches de douleur et d'abandon. Le projet a rapidement pris de l'ampleur. En 2 ans, nous accueillions plus de 100 enfants répartis dans 3 centres à travers la ville. Nous avons tissé des partenariats avec des entreprises locales, l'université et des ONG internationales actives en France. Une équipe dévouée s'est formée autour de cette vision, instituteurs, psychologues, assistants sociaux, éducateurs sportifs, tous unis par le même objectif de transformation par l'éducation et l'accueil. C'est à cette époque que j'ai rencontré Jean-Baptiste, un homme d'environ 60 ans qui s'était proposé comme bénévole pour enseigner la menuiserie aux garçons plus âgés. C'était un homme silencieux, peu loquace, aux mains calleuses par des décennies de travail du bois. Veuf depuis de nombreuses années, sans enfant, il vivait seul dans une maison simple du quartier des Halles. Au départ, notre relation restait strictement professionnelle. Je coordonnais le projet, et lui venais 3 fois par semaine pour ses cours de menuiserie. Petit à petit, nos échanges ont dépassé les seuls sujets professionnels. Nous avons commencé à parler des enfants, de la ville, des livres que nous lisions, de la vie. Jean-Baptiste avait une sagesse tranquille, une manière d'appréhender le monde qui m'intriguait et me rassurait à la fois. La vie est comme un fleuve, Madame Claudine m'a-t-il confié un jour, alors que nous prenions un café après la fin des activités de la journée. Elle est assez rapide, ses passages calmes, ses virages imprévus. Le secret n'est pas de tenter de contrôler le courant, mais d'apprendre à le suivre. Cette image simple, venant d'un homme qui connaissait intimement les fleuves français, résonnait profondément en moi. Pendant tant d'années, j'avais lutté contre le flux de ma propre histoire, cherchant des réponses, espérant une justice qui n'était jamais venue comme je l'avais imaginé. Peut-être était-il temps de laisser simplement la rivière me guider là où j'avais besoin d'aller. Notre amitié a grandi doucement, avec la prudence de 2 personnes ayant déjà connu la douleur et ne voulant pas risquer de souffrir de nouveau. Au début, il n'y avait aucune romance. Nous étions 2 solitaires, trouvant un réconfort dans la compagnie de l'autre, dans la conversation fluide, dans le silence partagé en contemplant le coucher du soleil sur le Rhône. En 1999, le projet que je coordonnais a reçu un prix national d'éducation. J'ai été invitée à Paris pour représenter notre équipe lors de la cérémonie de remise de prix. C'était la première fois que je quittais la Provence et que je prenais l'avion. À 45 ans, je me sentais à la fois nerveuse et excitée comme une enfant. Je vais vous accompagner, a proposé Jean-Baptiste lorsque je lui ai parlé du voyage. Si vous voulez de la compagnie, bien sûr. Je connais Paris et je peux vous aider à vous repérer là-bas. J'ai accepté, reconnaissante de ne pas avoir à affronter seule cette aventure. C'est pendant cette semaine à Paris, loin de la routine d'Avignon et des souvenirs qui nous définissaient dans notre ville, que notre relation a commencé à évoluer. En marchant le long des quais, en visitant des musées, en dînant dans de petits restaurants différents de tout ce que nous connaissions, nous avons appris à être simplement un homme et une femme profitant de la compagnie de l'autre. Plus de coordinatrices et de professeurs de menuiserie, plus de femmes marquées par la tragédie et de veuves solitaires, seulement Claudine et Jean-Baptiste. La veille de notre retour à Avignon, assis sur un banc aux Tuileries, il a pris ma main pour la première fois. Un geste simple, presque timide, mais qui a fait vibrer mon corps, longtemps oublié de ce que signifie un contact empreint d'affection. « J'ai quelque chose à vous dire, Claudine, a-t-il murmuré, sa voix plus sérieuse que d'habitude. Quelque chose que j'aurais dû dire depuis longtemps, mais pour lequel je n'avais jamais trouvé le courage. Mon cœur s'est emballé, craignant ce qui allait suivre. Tant d'années de déception m'avaient appris à attendre le pire. Je vous connais depuis plus longtemps que vous ne le pensez, a-t-il poursuivi. J'étais à Avignon à cette époque. Je connaissais votre histoire. Je savais qui vous étiez quand je me suis proposée pour le projet. J'ai retiré ma main, confuse et un peu effrayée. Que voulez-vous dire par là, Jean ? Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit ? Il a pris une profonde inspiration, comme pour se délester d'un poids porté trop longtemps.
Je travaillais aussi dans le secteur de la Syrie, pas exactement dans le même que Valentin, mais je le connaissais. Je voyais comment il traitait les femmes. J'entendais les histoires qu'il racontait lorsqu'il croyait que personne d'important n'écoutait. Je suis restée paralysée, incapable de digérer complètement ce que je venais d'entendre. Sa voix est devenue plus basse, presque un murmure. Quand j'ai appris ce qui vous était arrivé, avoué à votre bébé, cela m'a hanté pendant des années. J'aurais dû réagir. J'aurais dû prévenir quelqu'un du genre d'homme qu'il était. Peut-être aurais-je pu éviter la tragédie. Vous ne pouviez pas savoir ce qu'il ferait, ai-je répondu automatiquement, encore sous le choc de cette révélation. Non, je ne pouvais pas, a-t-il reconnu, mais je porte encore cette culpabilité. Et quand je l'ai vu à Paris des années plus tard, avec cette femme et leur enfant, la colère m'a presque poussée à commettre l'irréparable. Cela m'a complètement surprise. Vous avez vu Valentin à Paris quand ? En 1975. J'étais là pour le travail, livrant une commande de meubles. Je l'ai aperçu dans un marché, accompagné de la femme et d'un petit garçon. Il m'a reconnu également. J'ai vu la peur dans ses yeux quand nos regards se sont croisés. Tout correspondait exactement à ce que la lettre de Marley révélait, ils étaient à Paris à cette époque, et Valentin était mort en 1975. Que s'est-il passé ensuite ? Ai-je demandé, complètement absorbé par cette histoire. Rien. Quelques mois plus tard, j'ai appris par une connaissance commune qu'il était mort dans un accident domestique. Je n'ai plus jamais revu la femme ni l'enfant. Nous sommes restés silencieux pendant de longues minutes, chacun perdu dans ses pensées, tentant de digérer ce lien inattendu entre nos vies. Pourquoi me racontez-vous cela maintenant, Jean ? Ai-je finalement demandé. Il m'a regardé droit dans les yeux, avec une honnêteté brute qui m'a complètement désarmée. Parce que je réalise que mes sentiments pour vous vont au-delà de l'amitié et que je ne dois pas avancer avec ce secret. Vous méritez de tout savoir avant de décider si vous voulez que je fasse encore partie de votre vie. Cette nuit-là a été longue. Nous avons parlé pendant des heures. Jean-Baptiste m'a raconté comment il avait suivi mon histoire de loin, comment il avait toujours admiré ma force pour reconstruire ma vie après tant de tragédies. Je lui ai parlé de la lettre de Marley, de la fermeture partielle qu'elle m'avait apportée, de la façon dont je rêvais encore parfois du fils que je n'avais jamais connu. Lorsque nous sommes revenus à Avignon le lendemain, quelque chose avait changé entre nous. Il n'y avait aucun ressentiment de ma part. Comment aurais-je pu le blâmer pour quelque chose qui s'était passé des décennies auparavant alors que nous ne nous connaissions à peine ? Il y avait en revanche une nouvelle profondeur à notre lien, comme si nos histoires s'étaient entremêlées d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Notre relation a évolué doucement dans les mois suivants. Des dîners simples à la maison, des balades en bateau le week-end, de longues conversations sur la terrasse. À 47 ans, après tant d'années seule, j'apprenais à nouveau à faire confiance, à ouvrir mon cœur, à laisser quelqu'un entrer dans ma vie. Je n'essaie pas de remplacer ce que vous avez perdu, m'a dit Jean un soir, en observant les étoiles dans le jardin de ma maison. Je sais qu'une partie de vous appartiendra toujours à ce bébé, à la jeune femme que vous étiez. Je veux simplement faire partie de ce que vous êtes maintenant, de ce que vous deviendrez encore. En 2001, après 2 ans de relation, nous avons décidé de vivre ensemble. Il n'y a pas eu de mariage officiel. Nous sentions tous deux qu'aucun papier ni cérémonie n'était nécessaire pour valider ce que nous partagions. Nous avons acheté une petite maison confortable dans un quartier calme, avec vue sur le fleuve, et assez d'espace pour que Jean installe un atelier de menuiserie à l'arrière. Notre vie commune était simple et riche. Je continuais à coordonner le projet, qui accueillait maintenant plus de 200 enfants et adolescents et était devenu une référence nationale pour l'éducation des populations vulnérables. Jean donnait ses cours de menuiserie et créait de belles pièces qu'il vendait dans des boutiques d'artisanat et aux touristes. Les dimanches, notre maison se remplissait de monde. Mes sœurs et leurs enfants déjà grands, des amis du projet, d'anciens élèves revenaient partager des nouvelles et raconter leur succès. Jean préparait son fameux poisson grillé que tous adoraient. Je faisais mon clafoutis aux cerises, une recette transmise par ma mère lorsque j'étais petite. C'est lors d'un de ces après-midi de 2003 que j'ai reçu une visite qui allait encore une fois bouleverser ma perception du passé. Nous profitions de la brise du fleuve sur la terrasse après le déjeuner lorsqu'une jeune inconnue est apparue au portail. Elle devait avoir environ 25 ans, bien habillée, avec un air à la fois timide et déterminé. « Institutrice Claudine » demanda-t-elle debout de l'autre côté de la porte. « Oui, c'est moi » répondis-je en me levant pour l'accueillir. « En quoi puis-je vous aider ?»« Mon nom est Gabrielle » dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Je suis la fille de Gabrielle, la petite fille de Marlène. » Le monde sembla s'arrêter un instant.
Je l'observai, remarquant soudain des traits familiers, la forme du visage, le sourire hésitant. Serait-ce possible? La fille de la femme avec qui Valentin avait fui, la fille du garçon sur la photographie décolorée? S'il vous plaît, entrez, réussis-je à dire, ouvrant le portail avec des mains qui soudain semblaient ne plus m'appartenir. Je la présentai à tous comme une parente éloignée, sentant que cette histoire complexe ne devait pas être révélée ainsi, d'emblée, à notre cercle d'amis et de famille. Jean, qui connaissait toute l'histoire, comprit immédiatement qui elle était et commença discrètement à détourner l'attention des autres invités pendant que j'emmenais Gabrielle au salon pour parler plus intimement. « Comment m'avez-vous trouvé » demandai-je dès que nous fûmes seuls. « Ce n'était pas facile, répondit-elle, encore nerveuse mais plus assurée maintenant. Ma grand-mère Marlène a parlé de votre nom avant de mourir et a raconté une partie de l'histoire à mon père. Il n'a jamais voulu vous chercher, je pense que c'était trop douloureux. Mais lorsqu'il est mort lui aussi l'année dernière, j'ai trouvé dans ses affaires un journal où il mentionnait Avignon et toute cette histoire. Gabriel aussi est décédé, le garçon de la photo, devenu un adulte que je n'avais jamais connu, mais d'une manière étrange, lié à mon histoire et à mon propre fils perdu. Je suis désolée pour votre perte, et je le pense sincèrement, ajouta-t-elle. Merci, répondis-je. C'était difficile, le cancer comme ma grand-mère. Mais je suis ici parce que j'ai senti que je devais vous rencontrer, comprendre cette part de l'histoire familiale qui a toujours été un grand silence, un mystère. Pendant les 2 heures suivantes, je racontai à Gabrielle toute l'histoire, ma relation avec Valentin, la tragédie, la longue quête de réponse, la lettre de Marley, ma vie reconstruite. Elle écouta attentivement, parfois les yeux embués de larmes, parfois posant des questions délicates pour clarifier certains détails. Mon père n'a jamais su toute la vérité, dit-elle une fois que j'eus terminé. Ma grand-mère l'a protégé de la réalité complète sur l'homme qu'était son père. Il a grandi en pensant que Valentin était simplement un homme faible, un ivrogne mort dans un accident stupide. Il n'a jamais su ce qu'il vous avait fait, avouez à votre bébé. C'était peut-être mieux ainsi, répondis-je. Quelle faute avait-il? Il était seulement un enfant innocent, comme mon propre fils aurait été. Gabrielle acquiesça, comprenant. Puis, hésitante, elle ouvrit son sac et en sortit une enveloppe. J'ai apporté quelques photos de mon père enfant, adolescent et adulte. Je me suis dit que vous aimeriez peut-être voir comment il était, comment cela aurait pu être, d'une certaine façon, pour votre propre fils. Avec des mains tremblantes, je pris l'enveloppe. Je n'eus pas le courage de l'ouvrir tout de suite. Je ne savais pas si je pouvais le faire en sa présence. J'ai aussi apporté ceci, poursuivit-elle, sortant une petite boîte de son sac. Mon père était médecin, pédiatre. Il a consacré sa vie à soigner les enfants. Je n'ai jamais compris pourquoi il avait choisi cette spécialité, mais aujourd'hui, connaissant l'histoire, je me demande s'il n'essayait pas, d'une certaine manière, de compenser, d'équilibrer ce que son père avait fait. L'idée que le fils de Valentin soit devenu un homme qui sauvait des enfants me frappa avec une intensité inattendue. Quelle ironie du destin! Quel cercle étrange et parfait de la vie! C'était un homme bon, continua Gabrielle, la voix étranglée par l'émotion. Un père aimant, un médecin dévoué. Si cela signifie quelque chose pour vous, la lignée de Valentin n'a pas perpétué sa méchanceté. Mon père a brisé ce cycle. Ces mots m'atteignirent profondément. Le simple fait que quelque chose de bon ait surgi de cette tragédie, que le bien ait en partie triomphé du mal, apportait un réconfort inattendu. Gabrielle resta chez nous 3 jours. Elle découvrit le projet, observa notre travail avec les enfants, fit plus ample connaissance avec Jean-Baptiste et un peu de ma vie actuelle. La veille de son départ, je trouvai enfin le courage d'ouvrir l'enveloppe avec les photos. Assise sur la terrasse, sous la lune illuminant le Rhône, nous regardâmes ensemble les images de cet homme que je n'avais jamais connu, mais qui, d'une manière étrange, faisait partie de mon histoire. Gabriel enfant, arborant le sourire espiègle du garçon de la première photo. Gabriel adolescent, sérieux dans son uniforme scolaire. Gabriel adulte en blouse blanche, soignant des enfants à l'hôpital. Gabriel père, tenant son nouveau-né avec un regard empreint de pur amour. Il aurait aimé vous connaître, murmura Gabriel. Il nous a toujours enseigné l'importance de faire le bien, de protéger les plus vulnérables. Cette nuit-là, après que Gabriel se fut retiré, je restai sur la terrasse avec Jean. Je lui parlais des photos de Gabriel devenu pédiatre et de la sensation étrange mais réconfortante que quelque chose de bon avait émergé de tant de souffrance. La vie trouve toujours ses chemins, dit-il en tenant ma main. Comme un fleuve qui semble bloqué par une chute, mais qui finit toujours par poursuivre son cours. Le lendemain, nous fîmes nos adieux à Gabriel avec la promesse de rester en contact.
Elle retourna à sa vie à Lyon, suivant les traces de son père en médecine, mais désormais avec une connaissance plus complète de ses origines et de la complexité de son histoire familiale. Pour moi, cette rencontre inattendue apporta une nouvelle étape de guérison. Voir que le fils de Valentin et de Marley était devenu un homme bon, ayant consacré sa vie à sauver des enfants et élever une fille forte et sensible comme Gabrielle, m'aida enfin à faire la paix avec le passé. Ce n'était pas que la douleur avait complètement disparu. La perte de mon fils resterait toujours une blessure que je porterais. Pourtant, il y avait maintenant une compréhension plus profonde de la façon dont nos vies s'entrelacent de manière imprévisible. De comment même les situations les plus terribles peuvent semer des graines de bien. De comment l'histoire ne se termine jamais vraiment avec la tragédie, mais continue à travers les générations, offrant de nouveaux commencements. Les années suivantes apportèrent leurs joies et leurs défis. Le projet continua de croître, transformant la vie de centaines d'enfants. Jean et moi vieillîmes ensemble, trouvant réconfort et bonheur dans la compagnie l'un de l'autre. Je maintins le contact avec Gabrielle, qui venait parfois nous rendre visite à Avignon et avait même travaillé un temps comme bénévole dans le projet. À 65 ans, je pris ma retraite officielle comme institutrice. Mais je restais impliquée dans le projet, en tant que consultante et mentor. Jean, déjà dans les 70 ans, réduisit lui aussi ses activités, se consacrant seulement à des pièces spéciales pour quelques clients fidèles. Notre vie s'installa dans une phase plus calme, plus contemplative. Nous avons voyagé un peu, découvert le nord de la France, visité Lyon pour voir Gabrielle, et même réalisé un vieux rêve en allant en Italie. Mais nous revenions toujours à Avignon, à notre foyer au bord du Rhône, dans la ville qui avait été le témoin de tant d'événements marquants de ma vie. C'est à cette période que je ressentis le besoin de partager mon expérience de manière plus large. Tant de femmes traversaient encore des situations similaires, abandonnées pendant la grossesse, victimes de violences, ou ayant perdu des enfants dans des circonstances traumatisantes. Peut-être que mon histoire, avec sa douleur mais aussi sa rédemption, pourrait les aider à trouver la force de continuer. Je commençai à donner des conférences dans des écoles, des églises et des centres communautaires. Revivre ces moments et exposer ma douleur à des inconnus n'était pas facile. Mais chaque fois que je voyais dans les yeux d'une jeune mère cette étincelle de reconnaissance, ce moment où elle pensait que si j'avais survécu, elle aussi le pouvait, je savais que cela en valait la peine. En 2015, à 63 ans, je publiai un petit livre racontant mon histoire. Ce n'était pas un best-seller national, bien sûr, mais il circula largement à Avignon et dans les villes voisines, et me valut encore plus d'invitations pour des conférences et des rencontres avec des groupes de femmes. Le projet auquel j'avais consacré tant d'années utilisa désormais mon livre comme support pour les mères en situation de vulnérabilité. Jean fut mon plus grand soutien dans cette nouvelle étape, même lorsque sa santé commença à décliner en 2017. Il insistait pour que je poursuive mes conférences, mes groupes de soutien et tout le travail qui donnait désormais un sens particulier à mes années de maturité. Vous avez su transformer votre douleur en mission, disait-il souvent lors de nos soirées passées sur la terrasse, à contempler le fleuve. Il n'existe pas de plus beau cadeau que vous pourriez offrir à l'enfant que vous avez perdu. Ces paroles touchaient une corde profonde en moi. Je n'avais jamais envisagé que tout ce que j'avais accompli au fil des années, tous les enfants que j'avais soutenus, toutes les vies que j'avais croisées, puissent être, d'une certaine manière, un hommage à ce bébé que je n'avais jamais eu la chance de connaître. Peut-être, d'une manière mystérieuse que nous ne saisissons pas entièrement, il savait, percevait, comprenait que sa courte existence avait semé tant de bien autour de lui. En 2019, Jean nous a quittés après des années de lutte contre un cancer qui érodait lentement ses forces. Il s'est éteint un après-midi calme de mai, la main dans la mienne, entouré de ses proches et de ceux qu'il aimait. Sa fin fut à l'image de sa vie, paisible, digne, sans éclat ni bruit. Le deuil pour Jean n'avait rien à voir avec celui que j'avais éprouvé pour mon fils, tant d'années plus tôt. Il n'y avait ni colère, ni choc, ni sentiment d'injustice. Jean avait connu une vie pleine, il avait été aimé, il partait entouré de tendresse. La tristesse qui m'accompagne encore aujourd'hui se mêle à une profonde gratitude pour ces 20 années partagées, pour l'amour et la complicité que nous avons cultivés ensemble. Aujourd'hui, à 78 ans, je vis seule dans cette maison au bord du Rhône. Ce n'est pas une solitude amère, mais un havre de paix où je revis mes souvenirs. Je reçois régulièrement d'anciens élèves, des enfants passés par le projet et devenus adultes avec leur propre famille, mes sœurs et mes neveux, et Gabrielle lorsqu'elle peut se déplacer depuis Lyon. Je continue à donner quelques conférences et je participe encore à des groupes de soutien pour femmes en situation difficile. La vie m'a appris que nos histoires ne s'achèvent jamais sur une tragédie. Elles se prolongent,
se transforme, trouve de nouvelles voies, comme le fleuve qui poursuit inlassablement son chemin, contournant les obstacles, traçant de nouveaux lits quand il le faut. Ainsi, je contemple le Rhône depuis ma terrasse et je repense à ce long chemin parcouru, la jeune fille innocente, éprise d'un homme qui se révéla un monstre, la femme brisée par la perte et la trahison, qui faillit être consumée par la douleur. L'institutrice qui trouva un sens en accompagnant des enfants vulnérables, la compagne qui redécouvrit l'amour à l'âge adulte, la femme que je suis aujourd'hui, avec mes cheveux blancs et mes rides qui racontent des histoires de souffrance, mais aussi de résilience et, enfin, de sérénité. Le fleuve coule, implacable et éternel. La vie suit son cours et moi, Claudine, je la traverse en portant mes souvenirs, en honorant mes pertes, en célébrant chaque lever de soleil comme le trésor qu'il est. En regardant en arrière sur ces presque 8 décennies, je réalise combien la foi est devenue mon refuge dans les heures les plus sombres. Ce n'était pas une illumination soudaine, comme un éclair dans la nuit, mais une petite graine plantée ce dimanche où j'entrais dans l'église Sainte-Marthe, qui a poussé lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à devenir un arbre assez solide pour m'abriter des tempêtes de la vie. Après mon départ, beaucoup me demandaient comment je continuais à avancer, comment, à 78 ans, après avoir perdu mon compagnon de 2 décennies, je trouvais encore la force de me lever chaque matin, de poursuivre mes conférences, de sourire aux enfants qui venaient me voir. La réponse réside dans la foi que j'ai patiemment cultivée au fil des années. Ce n'est pas une foi aveugle qui accepte la souffrance comme volonté divine, mais une foi mûrie, qui reconnaît la douleur comme une partie du chemin et cherche du sens même dans les épreuves les plus difficiles. Dans les mois qui ont suivi le départ de Jean, j'ai trouvé un certain apaisement dans les routines que nous avions établies ensemble. Chaque après-midi, je m'asseyais sur la terrasse pour admirer le coucher du soleil sur le Rhône, comme nous le faisions auparavant. Je continuais à m'occuper des plantes qu'il chérissait, leur parlant doucement, reprenant ses gestes, comme il le faisait quand il croyait que personne ne prêtait attention. Les dimanches, je me rendais toujours à l'église, portant désormais sa présence dans mon cœur même s'il n'était plus à mes côtés. L'abbé Michel, celui qui m'avait accueilli des années plus tôt lorsque j'étais revenu à l'église après la perte de mon fils, était maintenant tout de cheveux blancs et proche de la retraite. Il a dirigé la cérémonie mémoriale pour Jean et est resté une présence constante dans ma vie après son départ. Vous avez une force qui inspire tout le monde autour de vous, m'a-t-il dit un dimanche après la messe. Savez-vous d'où elle vient, Madame Claudine ? De la foi, ai-je répondu simplement. Oui, de la foi, a-t-il convenu, mais pas seulement la foi en Dieu, la foi en la vie, en la capacité de l'humain à recommencer, à trouver de la beauté même après les tempêtes les plus dévastatrices. Ces paroles ont résonné profondément en moi. Ma foi ne se limitait pas à la religion. C'était une confiance plus vaste, englobante, dans le sens, dans la possibilité de transformer la douleur en quelque chose de constructif. En 2020, lorsque la pandémie a frappé la France, instaurant peur et incertitude, j'ai senti cette foi être mise à l'épreuve à nouveau. Avignon, comme tant d'autres villes, fut durement touchée. L'isolement forcé, l'impossibilité de recevoir des visiteurs ou de poursuivre mes conférences en présentiel, l'inquiétude constante pour d'anciens élèves et leurs familles vivant dans des conditions difficiles, tout cela pesait lourdement sur mon cœur déjà marqué par tant de pertes. C'est ma nièce Marine qui m'a présenté la technologie qui allait transformer cette période. Un après-midi d'avril, au pic de l'isolement, elle est venue me voir, respectant la distance nécessaire, portant un cadeau inattendu. Tante Claudine, j'ai apporté un nouveau téléphone pour vous, annonça-t-elle en posant la boîte sur le banc de la terrasse. On va vous apprendre à l'utiliser. Ainsi, vous pourrez voir tout le monde en appel vidéo, participer à des groupes, continuer votre travail même sans sortir de chez vous. J'avoue avoir ri intérieurement à l'idée au début. Moi, une femme de 70 ans, habituée aux cahiers en papier et aux conversations face à face, apprendre à manipuler une technologie avancée semblait improbable. Mais Marine, avec sa patience infinie, a insisté. Elle s'est installée à l'autre bout de la terrasse et m'a guidée pas à pas. Les premières tentatives furent désastreuses et comiques. Je pressais les mauvais boutons, parlais trop fort, oubliais d'éteindre la caméra. Peu à peu, grâce à la persévérance de Marine et de quelques autres neveux venus aider, j'ai commencé à maîtriser cet appareil qui me semblait si intimidant. Alors un nouveau monde s'est ouvert à moi. J'ai pu voir le visage de Gabriel à Lyon, échanger avec d'anciennes élèves désormais installées dans d'autres villes, participer à des réunions virtuelles du projet que j'avais contribué à créer. Surtout, j'ai pu reprendre mes conférences en format numérique, atteignant des femmes non seulement à Avignon, mais dans toute la France. Vous êtes une star sur Internet, tante, s'est exclamée Marine quelques mois plus tard, me montrant les statistiques de mes conférences en ligne. Il y avait des spectateurs de tous les coins du pays.
commentant et partageant mon histoire. C'était à la fois surprenant et légèrement effrayant. Je n'avais jamais imaginé que mon expérience, née sur les rives du Rhône des décennies plus tôt, puisse toucher des personnes si éloignées, vivant des réalités si différentes. Mais la douleur est universelle, tout comme la recherche de guérison et de sens. Et apparemment, mon chemin de perte et de reconstruction résonnait profondément dans le cœur de nombreuses femmes. J'ai commencé à recevoir des messages, d'abord quelques-uns, puis des dizaines, puis des centaines. Des femmes ayant perdu un enfant, subi des violences domestiques, luttant pour reconstruire leur vie après des relations abusives. Toutes trouvaient dans mon histoire non seulement un réconfort, mais aussi une inspiration pour continuer. Quand vous racontez comment vous avez transformé votre douleur en but, comment vous avez utilisé votre expérience pour aider les autres, cela me donne la force de croire que moi aussi je peux faire quelque chose de significatif avec ma souffrance, m'a écrit une jeune femme de Marseille, qui avait perdu un bébé dans des circonstances proches des miennes. Ces messages me remplissaient d'un nouveau sens chaque jour. J'en étais plus là physiquement, mais le travail que nous avions entamé ensemble accueillir, guérir, transformer continuait de vivre, s'étendant de manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Et aujourd'hui, me voilà ici, mes chers, profitant de chaque instant comme s'il était unique. Assise sur ma terrasse à Avignon, face au fleuve qui s'écoule sans fin, je ressens une sérénité que des décennies ont façonnée. Ce n'est pas une paix qui nie la douleur ni qui fait semblant que les pertes n'existent pas. C'est une paix plus profonde, plus authentique. La paix de celle qui a vécu pleinement, aimé intensément, perdu douloureusement, et qui, malgré tout, choisit chaque matin de continuer avec espoir et détermination. À vous qui m'écoutez jusqu'ici, je vous invite à laisser un like sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement, chaque interaction m'aide à partager des récits comme le mien, atteignant ceux qui ont besoin d'entendre que oui, il est possible de surmonter les tempêtes les plus sombres que la vie nous impose. Et si vous souhaitez prolonger cette conversation, laissez un commentaire pour dire d'où vous regardez. C'est un espace bienveillant et sans jugement où nous pouvons nous soutenir les uns les autres. La vie est un fleuve qui ne cesse jamais de couler. Parfois calme, parfois tumultueux, mais toujours en mouvement. Et nous, dans nos petites embarcations, naviguons du mieux que nous pouvons, offrant notre aide aux autres navigateurs quand c'est possible, acceptant le soutien quand nous en avons besoin, gardant toujours les yeux fixés sur l'horizon, où chaque nouveau jour se lève. Peu importe combien la nuit a été sombre. Un câlin chaleureux de cette grand-mère qui a appris, à la dure, que notre force la plus profonde se révèle souvent précisément dans les instants où nous pensions ne plus en avoir.